BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, vous le savez, en priorité le vendredi en exclu, en podcast audio dès midi et en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis après le week-end, vous le savez, à la radio, à la télé, sur BFM Business. Très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier De quoi je me mêle de la saison. On sera encore là la semaine prochaine. Et puis après, excusez-nous, mais on prendra quelques jours, quelques semaines même de vacances. On reviendra toute fin août. Avec au sommaire, pour ceux De quoi je me mêle tout à l'heure, on va revenir sur la TNT. Certains d'entre nous croyaient que la TNT était morte. Eh bien non, elle renaît de ses cendres avec l'arrivée de la 4K. Et peut-être l'avez-vous constaté, en fait, la 4K est en train de se déployer à l'occasion des Jeux Olympiques. On va en parler tout à l'heure de cette TNT 4K avec Lionel Paris qui a enquêté sur le sujet. Il va tout nous expliquer. Avantages, bien évidemment, couverture, etc., etc. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, pour réagir à tout ce qu'on raconte sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voilà, mais pour débuter, bien évidemment, on va prendre le temps pour débriefer l'actu de cette semaine, une actualité qui, elle, n'est pas en vacances. Et c'est plutôt cool. Avec Nicolas Lelouch qui est là cette semaine. Salut Nico. Salut François. Super plaisir de te retrouver. Pareil, je suis toujours content quand je viens sur le plateau de quoi je me mail. Ça faisait trop longtemps. C'est vrai, je ne sais pas de quand ça date. Et oui, mais en tout cas, vous le savez, Nico, qui est journaliste à Numérama, et qui est avec nous cette semaine. Et en face de lui, autre invité qui nous fait plaisir, c'est évidemment Olivier Frigara. Salut Olivier. Salut François, merci de l'invitation. Le fondateur de On refait le Mac, bien sûr. Tout va bien ? On a hâte, comme toi, de partir en vacances. Encore 2 épisodes. Allez, on tient le coup. 2 épisodes dont on fait le Mac. Encore. Voilà. Et après, tu vas dans ta Corse natale un peu ? Comme toi. Eh oui. Il n'est pas certain qu'on se fasse un truc ensemble là-bas. Oui, quand même. On va essayer de profiter de la 4G et de la 4K à Bordeaux. C'est ça. Bon alors, dans l'actu cette semaine, on va parler du Vision Pro qui arrive aujourd'hui. C'est un événement quand même, on l'attendait. Ça y est, il est disponible en France. On parlera aussi des dernières rumeurs concernant l'iPhone 16 qui est prévu, vous le savez, à la rentrée. On parlera aussi du Vélib, accessoire indispensable pendant les JO, croyez-moi. Et puis notre petit module bonus aussi. Et là, on donnera la parole à Nicolas Lelouch qui a testé des serrures connectées. Plusieurs ou une ? Je fais une vidéo sur plusieurs serrures, mais j'en ai qu'une seule chez moi. Parce que j'ai qu'une porte. C'est ça, c'est le truc. Mais ouais, il y a plein de choses à dire. Je me suis lancé là-dedans. Avec plusieurs serrures. Mais j'aimerais bien, genre dans la porte des toilettes, la porte de la chambre, t'as une serrure connectée à chaque fois. Exactement. La dépendance, cool, où les gens vivent pendant que toi, tu es à la maison. Tu veux aller dans ta chambre, tu galères avec ton téléphone à ouvrir la porte. Tu laisses ou pas tes invités rentrer ou sortir s'ils sont sages ou pas avec le téléphone. Ça serait pas mal. C'est peut-être l'étape d'après. Déjà, je suis passé enfin à une serrure chez moi. On va en parler. Ça sera le module bonus de quoi je me mêle, exclusivement, vous le savez, en podcast audio, à la toute fin donc de cette émission. Juste un mot aussi pour vous qui écoutez De quoi je me mêle, je tenais quand même aussi à vous signaler que j'ai le plaisir aussi de vous retrouver tous les soirs sur BFM Business, et je me rends compte que certains d'entre vous ne le savent pas, mais si vous êtes un fan de tech, sachez que tous les soirs je présente Tech Co sur BFM Business de 20h à 21h30, c'est en direct à la radio, à la télé, et tout comme De quoi je me mêle, vous n'êtes pas obligé de nous écouter, nous regarder en direct, et aller replay les podcasts de cette émission. Donc si vous êtes un peu comme nous, picousés par la tech, je vous invite à écouter cette émission et dites-nous surtout ce que vous en pensez. Voilà, petite parenthèse refermée. On va commencer, messieurs, par l'impact Samsung. D'habitude, c'est beaucoup plus tard dans l'année, en tout cas c'est plus tard dans l'été. C'est des événements improbables qui se déroulent quand tout le monde est en vacances en France. Sauf que là, Samsung surfe évidemment sur les Jeux Olympiques et a annoncé donc cette semaine pas mal de nouveautés, Nico. Donc, nouveau smartphone pliant, la série 6 des Z Flip et Fold. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Des montres. Il y a eu aussi des Buds Pro, donc des nouveaux écouteurs. Ouais, qui sont ici d'ailleurs. Ils sont là, voilà. C'est sympa. Et la bague. Bien sûr. C'est quand même le produit de cette conférence. Donc déjà, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne édition des Samsung Unpacked. Généralement, il y a toujours 1 ou 2 bons produits, les téléphones. On sait que Samsung est très, très fort. Mais ça arrive qu'il y ait des éditions où il va y avoir une tablette dont tout le monde se fout. Alors, désolé pour les tablettes Samsung. C'est rare qu'elles aient le même engouement qu'un Galaxy S ou un Galaxy Fold. Ou qu'un iPad, oui, les montres, parfois aussi, c'est pas forcément les meilleures éditions. Là, franchement, je trouve qu'il y a une bonne line-up de produits. Tu as parlé du Galaxy Z Fold, du Galaxy Z Flip. Donc,
c'est des produits qui s'améliorent sans faire de gros changements. Mais en même temps, Samsung n'est pas tellement embêté sur ce marché, surtout en Europe. Autant en Chine, il y a pas mal d'acteurs qui font des choses, mais ils n'ont pas encore les parts de marché que Samsung a en France. Donc, ils sont tranquilles là-dessus, ils améliorent leurs produits progressivement. Et puis, on voit Samsung prendre des risques. La Galaxy Ring, c'est le produit de référence qui fait quelque chose de super intéressant, qui va se démarquer sur le marché. La Galaxy Ring, ça fait des années qu'on voit des bacs connectés apparaître chez des startups, chez des marques, toujours un peu particuliers. Et là, on a un géant de la tech qui débarque et qui dit, voilà, c'est sympa vos montres. Nous aussi, on en fait d'ailleurs. Mais maintenant, on va permettre aux gens qui veulent suivre leur santé en permanence, suivre leur activité sportive, d'être traqués sans avoir un truc sur le poignet qui vibre avec un écran qu'il faut recharger tous les jours. Donc la promesse est intéressante. Le produit à voir. Moi, je ne suis pas hyper convaincu par cette première génération. Mais on a une sacrée line-up de produits, sans oublier... Samsung Galaxy Watch Ultra, qui est l'équivalent de l'Apple Watch Ultra pour les gens qui ont un téléphone Android avec une grosse montre en titane, etc. Des écouteurs pour tous les goûts, intra-auriculaires, ouverts, etc. C'est plutôt pas mal, je trouve. Les gens qui aiment la tech vont être contents avec ces nouveautés Samsung. Ouais, Olivier, tu as un peu suivi les annonces Samsung. Quand Samsung présente un produit, c'est comme le principal rival d'Apple aujourd'hui. Donc, c'est indispensable. Et puis surtout, c'est des bons produits. Enfin, voilà. Il y a plein de choses intéressantes à dire. D'abord, on va tirer un petit peu sur l'ambulance, c'est un peu facile. Il semblerait que les designers de Samsung soient très inspirés cette année, inspirés par les designers d'Apple, parce que même les téléphones, on les regarde avec même s'ils sont pliants et c'est vrai qu'ils sont sur ce point beaucoup plus innovants que les iPhones avec leur système de fermeture et les écrans souples, on se dit quand même ils ressemblent étrangement quand même au design d'Apple, mais enfin ça devient la norme du marché. Les bords plats particulièrement. Et puis la Galaxy Watch, tu en parlais Nicolas à l'instant, c'est vraiment un copier-coller de l'Apple Watch Ultra, et on a même jusqu'à copier le design du bracelet et les couleurs que propose Apple. C'est étonnant parce que ces dernières années, c'est vrai qu'il y a quelques années, souviens-toi, on raillait déjà Samsung, c'est freudien, sur le sujet, et qu'ils avaient choisi une voie différente, avec un design qui était vraiment disruptif par rapport à celui d'Apple. Et puis là, ils reviennent un petit peu, à l'impression, à la norme du marché. Et c'est encore une fois Apple qui dicte les codes du design de la tech aujourd'hui. Alors, moi, j'ai eu la chance aussi de voir ces produits un peu en avant-première. Quelques petites réflexions. Je trouve que je suis d'accord avec toi. Ça va être compliqué pour cette bague de trouver son public. Parce que, évidemment, c'est un bijou technologique. On ne se rend pas compte, mais ça pèse que quelques grammes. Il y a énormément de capteurs. Il y a une batterie. Enfin, il y a une semaine de batterie. Enfin, c'est un bijou technologique, ce truc-là. Le petit écran qui permet de la recharger. Plusieurs jours d'autonomie, je crois que c'est une semaine. C'est 7 jours, ouais. Non, une semaine d'autonomie. Par rapport à une montre, c'est quand même pas mal. Technologiquement, il n'y a rien à dire. Après, c'est une bague. C'est une bague, en plus, qui n'est pas d'une finesse exceptionnelle, qui est quand même assez épaisse, qui est assez visible. Tu vois, c'est une bague, mais tu vois que c'est pas une bague. Tu vois qu'il y a quelque chose dedans à l'intérieur caché. Ouais, c'est pas un objet, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je lui reproche surtout de manquer de geekerie un peu. Enfin, c'est un vrai. Vous allez voir un peu mes arguments. Mais je trouve que ce qui est dommage avec ce produit, c'est qu'en effet, c'est une grosse montre, une grosse bague, un peu visible, tout ça. C'est du Samsung, c'est identifiable, etc. Mais si en soi cette bague, elle te permettait de débarquer dans les transports en commun, de prendre le métro avec, de payer, tu reçois une notification, t'as le doigt qui se met à vibrer, le matin t'es réveillé par une vibration sur ta bague, tu dirais ok, c'est gros, mais il y a une justification. T'as un peu l'impression de vivre dans le futur en avance. Là, on est sur un produit qui ne fait que suivre la santé et qui n'a aucune capacité de communication avec son utilisateur. C'est-à-dire que tout est synchronisé avec le téléphone. Et pour moi, du coup, l'encombrement est difficilement justifiable. Parce que c'est pas. Juste des capteurs d'activité. C'est juste des capteurs d'activité et c'est le téléphone qui fait tout. Donc, en fait, moi j'ai titré. Alors, il y a aussi capteurs de température, etc. Il y a quand même pas mal de non, mais c'est activité sportive, santé. Ça fait moins de choses qu'une montre, mais ça fait quand même pas mal de choses de manière bien avancée. Mais moi j'ai titré de manière un peu provocateur. On aime bien provoquer sur Numérama en disant que Samsung voulait connecter vos grands-parents. Parce que pour moi, la cible, c'est des personnes âgées qui ne comprendraient. Enfin, je pense. Je pense au domaine des montres connectées. On dit souvent qu'ils ne veulent pas savoir, qu'ils ne veulent pas connaître les résultats en fait des conséquences de cette bague. Oui. Après, ça peut être la famille qui peut savoir si tout va bien. Ou c'est juste qu'ils savent pas faire. On dit souvent que les montres connectées sauvent des vies, et c'est tout à fait vrai. Mais le truc, c'est que les gens les plus équipés en montres connectées
aujourd'hui, c'est les jeunes. Ouais. Et pourtant, ceux qui en ont besoin, c'est les personnes un peu plus âgées. En fait, avec ce type de produit qui est hyper discret, qui se recharge une fois par semaine, qui n'implique pas de savoir mettre un code sur un écran, etc., je pense qu'il y a peut-être le potentiel d'aller surveiller la santé de plus en plus de personnes, d'aller vers une société qui est un petit peu plus responsable sur ce côté-là. Olivier, 450 €, c'est ça le prix. 450 €. Oui, alors c'est ça problème. aussi, excusez-moi, mais 450 € la montre, Juste la pour un bague, pardon. Pour un capteur Wow. d'activité, c'est quand même. C'est chaud. Si à ce prix-là, tu as 2 Apple Watch quand même. Hein. Tu as 2 Apple Watch et tu as surtout la nouvelle Watch de Samsung. Bien sûr, les Galaxy Alors, pas Watch le haut sont de moins gamme. chères. La Galaxy Watch C7, d'ailleurs, Galaxy Watch 7 coûte 350 €. Donc pour 100 € de moins, tu as une montre Samsung qui, en plus, a Ça des va être capteurs en compliqué. plus. Je pense que ça va être compliqué pour Samsung, d'autant que, imaginez la logistique, 12 tailles, 3 couleurs. Faut pas se tromper. Samsung, non mais imagine le bordel, excusez-moi du terme, pardon, la pagaille pour vendre ce truc-là. Je pense que ça Imaginez, sera pas vous allez vendu dans une Fnac, par exemple, ou un boulanger. En plus, ils veulent, je ne sais pas si t'ont expliqué, mais ils disaient qu'ils voulaient un peu copier un peu les codes de la joaillerie, un peu comme Apple l'avait fait avec l'Apple Watch. Ouais. Donc, ils veulent un Avec le corner succès qu'on spécifique, avec des bagues, des gens qui vont essayer la bague. Tu sais, des petits trucs pour essayer la taille de ta bague. Donc, 12 tailles fois 3 couleurs. En termes de logistique de vente, ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Je pense que c'est un premier pas et que Samsung a raison d'avoir des ambitions de vouloir développer cette catégorie de produits, mais que comme toute première génération, et peut-être particulièrement avec celle-là, on est sur un produit compliqué. très très niche. Et franchement, moi je pense qu'il lui manque le paiement. Il y a plein de startups qui font des bagues avec du paiement. Bien sûr. Mais en vrai, on peut rien faire avec parce qu'il n'y a pas assez de partenaires, etc. Là, Samsung, il y a Samsung Pay, ils ont un deal avec Île-de-France Mobilité qui est quand même conséquent. C'était les premiers à supporter les transports en commun en région parisienne. Ils ont le potentiel, en fait. S'il y avait juste une puce NFC, ils avaient la possibilité de faire pourquoi il n'y a pas la puce NFC à l'intérieur ou ça n'a pas été encore activé? Non, il n'y a pas de NFC. Mais c'est trop petit et il faut de la batterie. En fait, 7 jours de batterie pour un produit aussi petit, c'est un miracle. Ouais, parce qu'on met la batterie d'une montre là-dessus, elle tient 6 mois. Il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas d'écran, donc c'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'écran, mais c'est ça qui fait la diff. Mais du coup, ils sont obligés de sacrifier les capteurs. Pareil, si tu mettais un électrocardiogramme, il faudrait un capteur à toucher, etc. C'est impossible. Vous vous souvenez la petite bague d'Iker, la start-up ajaxienne, qui malheureusement a disparu. Non, c'était Iclis. Designé par Stark. Designé par Stark. On les salue d'ailleurs, je crois que ça existe plus. Malheureusement, elle a disparu. Blaise Matuidi était l'un des investisseurs avec Stark, etc. C'est une super idée. Bon, elle est arrivée un peu trop tôt, mais elle avait une puce NFC. On pouvait payer, ouvrir sa voiture avec. On pourrait avoir plein d'usages autour de cette bague, mais juste un capteur d'activité. Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de puce NFC. Pour prendre son métro, clac, on passe la main. Enfin, c'est génial. Non. Et ce qui est certain, c'est que s'il y a une Galaxy Ring 2, et il y en aura forcément une dans un an et demi, je peux vous assurer à 100% qu'ils diront en nouveauté le paiement, etc., et qu'ils le mettront en avant. C'est obligé. Incrémental. Petit à petit, et la première génération est là, mais n'est pas au niveau de ce qu'on espérait. À mon avis, ça va être compliqué pour cette bague. Je ne veux pas présager du futur et je souhaite tout le succès qu'il faut à Samsung, mais voilà, ça va être dur. Bon, alors, les pliants, c'est ce que tu disais, pas énormément de nouveautés. Moi, je trouve qu'il manque un truc, quoi, quand même. Ils sont très beaux, mais quand tu les compares, par exemple, quand tu compares le Fold à celui de Honor, qui est un bijou technologique qui est sorti il y a quasiment un an, qui est plus fin que les nouveaux Samsung, tu te dis, ils auraient pu faire un effort quand même. Et c'est bizarre parce que Samsung a toujours été un peu on va dire la locomotive de l'innovation. Et là, c'est finalement des concurrents chinois qui, en tous les cas, en apparence, font des téléphones pliants plus impressionnants, je trouve. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec ça. Je trouve pour le coup que le flip, il n'y a pas grand-chose à améliorer. Ok, Motorola fait un truc avec un écran encore plus bord à bord, etc. Mais Samsung reste Samsung. Le format est beau. Là, ils l'ont amélioré sur la photo avec un capteur de 50 mégapixels. Je trouve que le flip, il est vraiment canon. Même pour son prix, aujourd'hui, quelqu'un me dit j'hésite entre un S24 et un Z Flip 6. Pour la première fois, je dirais peut-être Z Flip 6 parce que tu as le même appareil photo. Tu n'as plus les sacrifices que tu avais auparavant. Par contre, sur le Fold, t'as pas la photo d'un Ultra. Hein. Ouais, t'as pas le téléobjectif. T'as pas la photo d'un Ultra, mais je choisis entre S24 et le Z Flip 6. Oui, sinon, si tu veux la photo maximum, ça, c'est toujours pas. De toute façon, ça sera jamais sur un flip, je pense. Mais c'est vrai que sur le Fold, c'est quasiment le même format depuis le premier. On voit qu'il y a le format un peu passeport avec des écrans beaucoup plus larges qui est en train d'éclore en Chine et qui est séduisant. C'est le format que Google a avec son Pixel Fold aussi. On a les téléphones pliants ultra fins avec
la pliure quasiment invisible chez les marques chinoises, et Samsung ne fait rien. Et du coup, c'est un peu le truc dommage parce qu'il y a quelques années, j'étais hyper hypé par le Fold, et là aujourd'hui, le Flip 6, je le trouve génial. On sent le Fold, je me dis vivement le prochain ou le surprochain parce qu'il y a une possibilité de faire un produit incroyable, et là, c'est pas la priorité. Et puis ce qui est intéressant, Olivier, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi Apple travaillerait sur un pliant. Alors ça fait un moment, mais la question qu'on peut se poser, et que je pose à tous les deux, est-ce que Apple peut rester sur le bas-côté de la route longtemps sans un modèle pliant, en fait? Alors, si Apple peut rester pour l'instant, il semblerait que oui, puisqu'ils ne le font pas. On sait qu'Apple a développé des prototypes en ce sens, et la plupart des leakers en a parlé, donc ce n'est pas un secret, le produit ne sort pas. Il y aurait plusieurs raisons, après, même si Apple ne communique pas sur le sujet, qui expliqueraient pourquoi ils n'y vont pas. La première, c'est que tu parlais d'écran avec une pliure qui serait visible sur le Samsung. Et c'est vrai que Samsung, c'est un peu sa vitrine. Hein. C'est un fabricant d'écran avant tout. Bien sûr. Ça ne correspond pas encore aux critères, entre guillemets, de qualité d'Apple, bien que tu as raison, l'Honor est assez impressionnant de ce côté-là. Donc il y a des choses à faire. La seconde raison pour laquelle ils n'y ont pas été, quand il fallait y aller peut-être il y a un an ou deux, c'est que la capacité de production des fabricants de dalles pliantes n'était pas suffisante pour fournir Apple, tout simplement. Apple vend 40 à 50 millions d'iPhone par trimestre. Il faut produire au moins 20 millions d'écrans pliants s'ils mettent ça sur un modèle haut de gamme. Il faut que tout soit prêt pour appuyer sur le bouton, en fait. Compliqué. Ça. Il faut qu'il y ait la demande aussi. Ça, c'est une autre question. Et puis, ils la créeront, tu me diras. Oui, moi, je suis sûr qu'ils vont la créer. Demain, Apple sort un pliant, il y a plein de gens qui vont craquer. Possible. Et in fine, Apple n'aime pas les produits hybrides. Apple, ils veulent te vendre un iPhone et un iPad, pas un iPhone qui se met en iPad. Donc les dernières rumeurs qui évoluent autour de l'arrivée d'écran pliant chez Apple, c'est plutôt sur l'iPad, pour qu'il monte encore en taille, parce qu'il est évident que s'ils sortent un iPhone Ultra avec un écran pliant, ils vont tuer l'iPad. Ils vont tuer l'iPad, ils pourraient tuer aussi, par exemple, le 15 Pro Max, parce que si, par exemple, tu as un iPhone, un équivalent iPhone 15 en flip, si tu l'ouvres et que tu te retrouves avec un truc avec un écran plus grand, c'est vrai que ça bouleverserait la gamme d'Apple. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir tenir longtemps, en fait? Quand est-ce que la digue va céder? Tant que la dynamique n'a pas grandi sur les pliants, pour moi, ils n'ont aucune raison d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, en effet, ça ferait du mal au marché des iPhones en divisant les ventes, etc. Donc aujourd'hui, ils sont plus stables comme ça. C'est un modèle qu'ils maîtrisent. Et le jour où les ventes d'iPhone commencent à décliner, peut-être qu'il y a cette option. Moi, comme dit Olivier, et c'est ce que je disais, on peut retrouver les émissions quand on parlait du premier Galaxy Fold, je disais que je n'imaginais pas Apple y aller sur l'iPhone en premier, mais sur l'iPad. Et je suis convaincu que le jour où ils iront, ils feront pas le même format que les autres. Ils feront juste un grand iPad qui se plie en deux. Il y aura même pas d'écran de couverture et ça sera une sorte d'ordinateur portable avec un iPad géant qui rentre dans le sac, qui est avec l'écran protégé, etc. Ça peut être et cool. Que le produit, du coup, ils utiliseraient l'écran pliant complètement différemment du marché. Comme ça, en effet, il marche pas sur les iPhone. Les produits de Samsung sont très séduisants. Il y a un marché qui se développe. Au départ, c'était presque des protos et aujourd'hui, ils en vendent quelques camions aujourd'hui des modèles pliants. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui véritablement de volonté d'Apple d'y aller. Moi, j'avouerais qu'en tant que geek, je trouve le produit très séduisant. J'adorais avoir un iPhone 15 Pro Max, comme tu disais, pliant, et il se plie en deux. Bon, j'adorais avoir ça, mais il manque iOS. On a tous autour de la table un iPhone aujourd'hui parce qu'on est surtout attaché à iOS. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant lors de cette présentation, c'est qu'il y a aussi une iOSisation, c'est dur à dire, iOSisation de la couche graphique. Ne cherchez pas dans le Larousse, ça n'existe pas encore. Et c'est la fin de la saison. Oui, on peut se permettre. Et vivement la semaine prochaine. Il y a une volonté aussi, tu vois, d'aller vers un système d'exploitation qui se rapproche aussi de plus d'Apple pour convaincre. L'enjeu, il est là. En tout cas, le marché commence à se développer. C'est clair. Tout doucement, le produit est séduisant, mais il manque encore iOS. Mais c'est amusant parce que vous parlez justement de cette vision du prochain iPad, enfin d'un des prochains iPads qui pourrait être avec un écran pliant. Samsung n'a pas fait ça. C'est intéressant. Pas encore. Samsung fait des tablettes qui sont d'ailleurs plutôt de haute volée, de très très belles tablettes avec des écrans OLED, ce que n'a pas encore d'ailleurs. Enfin oui, ce qu'a Apple maintenant avec les nouveaux Pro. Mais il y a pas. Enfin, Samsung n'a pas sorti de tablette avec un écran pliant. C'est intéressant Samsung Display a des protos. Enfin, ils les exposent. C'est l'avantage avec Samsung, c'est qu'ils exposent les protos. Donc il y a des protos de tablettes, d'ordinateurs à écran pliant. Mais ils n'ont rien commercialisé. Après
pour moi, une raison assez simple, c'est les parts de marché, que ce soit sur les ordinateurs ou sur les tablettes. Samsung, certes, c'est une marque qui vend parce que la marque est puissante, mais c'est pas du tout leur activité smartphone. Leur activité smartphone, ils pourraient se démarquer justement, et peut-être que tu vois, il y a peut-être des gens qui se disent entre un iPad 11 pouces et un Samsung pliant qui passe du 5 à 10 pouces. Non, c'est vrai. Allez, go, je me fais plaisir. Ça aurait du sens. Une tablette Galaxy Z Tab. C'est étonnant. La vraie question qui se pose pour savoir si Apple va y aller ou pas sur ces modèles pliants, c'est que on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, lorsqu'Apple a annoncé qu'il allait lancer leur propre puce, on s'est dit tiens, c'est curieux, pourquoi ils font ça, pourquoi ils ne construisent pas leur propre dalle, ils font appel à LG, ils font appel à Samsung, c'est des dalles Samsung et LG, la plupart dans nos téléphones aujourd'hui Apple, et on s'attendait qu'Apple à terme au moins privatise un fabricant de dalles et pour justement arriver sur ce marché et proposer une technologie différente. Il y avait beaucoup de rumeurs autour d'une technologie micro-LED, si je me souviens bien, qui devait être expérimentée sur l'Apple Watch et peut-être potentiellement arriver sur les téléphones d'Apple, qui permettrait à Apple de proposer un form factor et des technologies différentes de celles de son principal concurrent. Ouais. C'est quand même frustrant de vendre un iPhone et de revendre et d'avoir une taxe de Samsung pour 10 à 20% qui va à Samsung parce qu'il y a un écran Samsung dedans. Sauf qu'en janvier-février dernier, ils ont annoncé 2 abandons, l'Apple Car et la technologie micro-LED. Donc voilà, Apple n'ira pas en tout cas sous sa propre marque ou sa propre technologie. On parle encore d'Apple. Oui. Parce que c'est aujourd'hui que sort enfin en France le Vision Pro. J'allais dire dans l'indifférent général. Non, il ne faut pas exagérer parce que un produit Apple qui sort, c'est toujours, loin, quand même. C'est toujours un événement. Alors, en toute transparence, cette émission est enregistrée le jeudi. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il y a une queue monstrueuse devant l'Apple Store des Champs-Élysées avec des gens et des banderoles en disant on veut le Vision Pro, on veut le Vision Pro. On est prêt à mettre 3 990 €. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est un produit intéressant, mais qui, visiblement, ne mobilise pas les foules, non, Nico? Alors, on en a beaucoup parlé parce que tu étais l'un des tout premiers en France à l'avoir. Tu étais venu... Je l'utilise encore, d'ailleurs. Dans de quoi? Du cru. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, le fait que tu l'utilises toujours. J'utilise toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gadgets ont évolué, mais ça on va en reparler. Oui, le lancement un peu dans l'indifférence totale, je pense que c'est le risque, malgré tout, d'un lancement en plusieurs pays est décalé. Parce qu'en vrai, rappelez-vous du 2 février, c'était pas dans l'indifférence totale. Tous les médias du monde entier, y compris en France, en parlaient. Les vidéos qui ont le plus marché sur les réseaux sociaux, c'est des gens avec le Vision Pro. Donc le premier lancement états-unien a fonctionné. Il a eu l'impact que seul Apple peut avoir sur une nouvelle catégorie de produits comme ça. Donc sur ce coup-là, ça a marché. Maintenant, entre-temps, on parle d'un produit à 4 000 €. On parle d'un produit qui... 3 999. 3 999. Autant pour moi, j'ai fait une erreur. Non, mais fais attention quand même. Je préfère rectifier. Non, mais on parle d'un produit qui coûte super cher. Et je pense qu'il y a eu un effet de... il n'est pas pour moi. Les gens qui voulaient absolument l'avoir. C'est aussi un truc que je pense. Je pense que les gens qui rêvent d'avoir un Vision Pro depuis février ou depuis l'année dernière, ils l'ont déjà. La plupart, en tout cas, ils sont passés par l'importation. Il y en a plein qui sont même allés aux États-Unis, qui ont planifié des vacances aux États-Unis pour pouvoir J'en connais un. etc. Ouais, alors moi, je me dédouane en disant que je suis allé couvrir le lancement, mais après, c'est vrai que j'étais bien content de l'avoir dans les premiers, tout à fait. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement, c'était pas mal. Non, et puis en plus, t'es journaliste, donc c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. De ton métier de tester. Par contre, le banquier était moins content. Le banquier était forcément moins content, mais en tout cas, c'est vrai que, étant hyper intrigué par ces technos, je suis typiquement le genre de personne qui attendre juillet, alors que le truc est dispo en février et que c'est pas compliqué de l'importer, voire même sur Rakuten aujourd'hui, il est même moins cher en importation qu'en neuf chez Apple. Donc c'est peut-être que si j'avais vraiment voulu l'avoir en tant que client, je l'aurais déjà fait. Donc je pense que le lancement, forcément, il perd en intensité là-dessus. Je ne serais pas étonné qu'il y ait pas mal de rendez-vous dans les 2-3 semaines qui arrivent là, dans les Apple Store pour l'essayer, parce que faut pas oublier que c'est ça la mission d'Apple. Le but d'Apple n'est pas de vous vendre ce casque à 4 000 €. Le but d'Apple est qu'un maximum de personnes viennent faire sa session de démo de 20-30 minutes et aient en tête ce qu'on peut faire avec ce casque. Moi, ce que j'ai constaté durant mes 6 mois avec le Vision Pro, c'est que je l'ai fait essayer à plein de personnes, dans ma famille, à des gens qui sont intéressés par la tech, à la tech, à des gens qui n'en ont absolument rien à faire de la tech. Et quasiment tout le temps,
il y a une ou deux fonctions qui impressionnent, y compris chez des gens qui disent non mais moi genre jamais de la vie je mets un casque comme ça sur la tête, ça fait peur, je trouve que c'est de la dystopie, et ils le mettent, ils font ouais j'avoue le truc du foot que tu m'as montré c'était incroyable, non les photos vraiment géniales, et plein de personnes, franchement ça m'a surpris, ils me disent franchement le jour où il est à 2000 €, je pense qu'on en prend un, comme ça on pourra voir les photos de vacances, on pourra voir des choses, j'espère qu'ils diffuseront des matchs de foot ou de basket à l'intérieur. Donc en fait les gens qui l'essayent n'ont pas le même avis que les gens qui ne l'essayent pas. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est pas que des gens peuvent l'acheter en France, c'est que des gens peuvent aller l'essayer en France. Oui, vous avez un sûr. Apple Store chez vous, prenez un rendez-vous sur le site, vous allez l'essayer, et peut-être que dans 2-3 ans, quand ça sera pas cher, tout est relatif, vous en voudrez. C'est pour distiller, en quelque sorte, une nouvelle gamme de produits et pour peut-être susciter petit à petit l'envie. Alors, 3 999 €, c'est éliminatoire pour 99,99999% des gens, parce qu'évidemment, c'est inatteignable. Mais voilà, on dit ça existe. Aujourd'hui, c'est un produit qui vous fait peut-être rêver, mais qui coûte trop cher. Attendez, peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, ce produit-là coûtera beaucoup moins cher. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Non, clairement, c'est une démonstration technologique du savoir-faire d'Apple. Aujourd'hui, c'est le meilleur casque du marché, immersif. Tout le monde est d'accord avec Nico sur le fait que ça fait un effet wow. Les démos, tout le monde est enthousiasmé. Moi-même, je l'ai mis pour la première fois. C'est vraiment pour un geek, c'est la matérialisation d'un vieux rêve, mais un rêve inaccessible. C'est ça la difficulté. Et à quoi bon sortir après tout, à 4 000 €, ce serait dommage que ce ne soit pas le meilleur casque du marché. Tout à fait. On voit le prix c'est facile. d'un Facebook, enfin d'un Meta, notamment d'un MetaQuest. Donc c'est clairement une démo technologique que Apple nous a un peu quand même survendu l'idée de l'ordinateur spatial, parce qu'on n'y est pas vraiment encore, franchement. Sur le long terme, est-ce que la vision de Tim Cook va se matérialiser, l'avenir nous le dira, mais aujourd'hui on sent quand même que voilà, on y va tranquillement, doucement. Moi j'étais un peu à la fois enthousiaste quand je l'ai essayé pour la première fois en février dernier, et à la fois je me disais attendons la WWDC, la conférence développeur, pour voir débarquer les applications et les usages. Et la nouvelle version de Vision OS, qui n'est pas, qui améliore certaines choses, mais qui n'est pas complètement révolutionnaire par rapport à la précédente. Pas révolutionnaire, mais alors j'ai mis la bêta du coup, autant quitte à avoir le casque, autant tester un peu. Oui, c'est vraiment rien que les gestes c'est mieux. Rien que les gestes, c'est vraiment cool. Et la conversion de photos, on en parlera sans doute en septembre, mais il y a une possibilité pour convertir n'importe quelle photo en photo 3D. Et qu'est-ce que ça marche bien. Et du coup, c'est magique parce que tu retrouves des photos de vacances de 2014, tu appuies sur un bouton et puis tu te retrouves dedans. En 3D, quoi. Dedans. Et ça, vraiment, tout est en local en plus, donc vraiment pas mal. Et tu le disais, l'enjeu pour Apple, c'est de faire parvenir, faire comprendre d'abord à l'utilisateur quelle est la valeur ajoutée de ce produit. Donc il faut l'essayer. Donc ils ont un réseau d'Apple Store qui est bien développé, donc c'est un vrai avantage par rapport à la concurrence. Mais le vrai enjeu, tu l'as dit, c'est de baisser le prix. À la WWDC, on s'attendait à avoir des usages débarqués qui auraient justifié également de pouvoir investir 4 000 € et des applications à effet WAC, on en a vu des dizaines, des centaines lorsque l'iPhone est arrivé, ou même l'iPad, ils ne sont pas encore là. Et comment Apple peut baisser le prix, c'est le vrai enjeu. On sait qu'aujourd'hui, le produit tel qu'il est vendu aujourd'hui, il est à 4 000 €, mais Apple perd de l'argent à ce prix-là. Normalement, il ne vaudrait pas 4 000 €, il vaudrait plus. Donc achetez-le, c'est une affaire. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un fort engouement, tu as raison, au mois de février, parce que la planète tech entière voulait voir ce produit en disant mais quand Apple, c'est tellement rare qu'Apple sort un nouveau produit, il faut qu'on teste, il ne faut pas qu'on rate le prochain virage technologique. Plein de boîtes, plein d'utilisateurs l'ont acheté. Je suis amusé hier soir à aller pas sur Rakuten, mais sur Le Bon Coin. Il y a des dizaines d'Apple Vision Pro à vendre d'occasion. Ça montre qu'on a essayé. Et je ne suis pas très confort, quoi. Voilà. Et après, surtout sur la capacité Apple à baisser son prix drastiquement, quoi. Tu disais tout à l'heure, Nico, que tu t'en servais souvent. Ouais. Quelle est la fréquence ? Parce que ça fait 6 mois que tu as ce produit maintenant. Est-ce qu'il a eu, il a fait un long séjour dans le tiroir ? Est-ce que aucun séjour dans le tiroir. Quel est ton cycle d'utilisation ? Sincèrement. Oui, non, sincèrement. Au début, je faisais beaucoup trop parce que j'étais dans le test, etc. Donc, ça fait des vidéos d'ailleurs. Ralenti. On a fait pas mal de vidéos. On a un test de 2 semaines avec sur Numérama. Enfin, on a plein de contenus. Je vous encourage à aller voir d'ailleurs. Et
moi, ce qui a évolué, c'est que je l'utilise plus pour travailler. Au début, j'étais très enthousiaste par le travail et le divertissement. Je disais que ce soit aussi bien le télétravail qu'à la rédaction, j'aimais bien le mettre sur ma tête pour être dans ma bulle, avoir mes écrans, etc. Et en fait, sur le travail, je trouve qu'il n'y a pas encore le confort supplémentaire par rapport à avoir de bons écrans. Et le fait d'avoir ce poids sur la tête, franchement, ça me fatigue souvent. Parfois, quand tu travailles, tu as déjà la tête hyper gonflée, tu n'en peux plus, tu as envie de te reposer, etc. Donc, j'ai complètement éliminé la partie travail. La seule fois où je l'ai utilisé en travail, c'est dans un avion, sur un vol un peu long. Tu travailles dessus, tu passes du petit écran de l'ordi à un écran géant et le mec à côté de toi, il peut pas regarder ce que tu fais. C'est pas mal cool. Quand tu écris un article sur un truc qui est pas sorti ou tu sais jamais si tu prends un risque. La confidentialité respectée. La confidentialité, c'est pas mal. Par contre, l'usage que j'ai vraiment gardé, voire transformé encore plus qu'avant, c'est le divertissement. Oui, c'est clair. Parce que déjà, par rapport au MetaQuest, il faut le dire, et ça c'est la force d'Apple sur l'écosystème applicatif, ils ont attiré tous les développeurs. En France, tu as du Canal, tu as du Arte, tu as du TF1+. Aux États-Unis, tu as tous les services de streaming, sauf Netflix et YouTube, mais c'est la force d'Apple aussi. Ils ont je crois qu'il a 17 ans, un développeur de 17 ans avec qui j'ai discuté, qui est hyper intéressant, un Brésilien, qui a développé sa propre application Netflix pour le Vision Pro, qui fonctionne en récupérant le flux 4K HDR de Netflix et qui peut te mettre dans un cinéma virtuel. Wow. Et du 4K HDR là-dessus, c'est trop bien. Et là tu vois, il y a House of the Dragon en ce moment sur Max. Tu as l'application Max en natif, tu peux la regarder dans la salle du trône de Game of Thrones. Et je me fais tous les épisodes, tous les semaines. Et là, ça doit sublimer en fait la qualité 4K des écrans qui sont dans et c'est surtout des écrans géants. Ça va, j'ai pas une mauvaise télé chez moi, mais c'est tellement mieux que la télé. Et c'est vraiment plaisant. Donc j'ai vraiment cet usage-là sur le divertissement. En fait, c'est une petite salle de cinéma à 4000 balles. Ouais, pour moi, c'est une petite télé, même à 4000 balles, je te dirais. Et ça m'arrive encore de temps en temps de le mettre, de répondre à un message, d'aller sur Internet, d'aller regarder des petites vidéos courtes rapidement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un usage permanent comme tu peux avoir avec ta télé ou ton téléphone. Ouais, mais je suis désolé, mais c'est pas Apple, ça. Ah bah c'est pas assez. Non, c'est pas Apple. Apple arrive sur un marché et propose un usage totalement différent d'un produit qui existe depuis des générations. On l'a vu avec le smartphone. Le smartphone, c'était un téléphone intelligent qui permettait de lire ses mails et de temps en temps aller sur Internet. Apple a fait du smartphone un produit pour tous les usages, sauf pour téléphoner finalement aujourd'hui. L'Apple Vision Pro, aujourd'hui, on se cherche. On nous dit c'est un ordinateur spatial. Tu nous le dis, et tu n'es pas le seul à nous le dire, que oui, on peut travailler dessus, mais c'est quand même pas l'idéal de porter un casque, du moins dans sa première version, aussi lourd, aussi longtemps. Puis il y a le problème de l'autonomie, mais ça c'est Et le divertissement, ça reste effectivement la qualité première d'un casque de réalité virtuelle. Mais pour moi, le divertissement pour un casque de réalité virtuelle, bien sûr, c'est le cinéma, et moi qui adore les séries comme toi, ou le cinéma en HDR, en 4K, si j'avais les moyens, je me l'achèterais dès demain matin. Mais c'est un peu... Mais c'est un plaisir un peu égoïste, pardonnez-moi, parce que la famille ne peut pas en profiter. Non, donc, pour ce prix-là, je préfère peut-être acheter une télé géante. Non, mais l'exemple que tu donnais dans les transports, avion, TGV, éventuellement, ça vaut le sortir après, ça c'est autre chose. En revanche, messieurs, le divertissement. Oser le sortir après. Dans l'avion, ça va, c'est jouable. Et encore, j'ai du mal, genre vraiment, j'analyse le regard des gens autour de moi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop, j'aime pas trop qu'on regarde, qu'on juge, ça va rentrer dans les habitudes, je pense. Sans doute. Voilà. En revanche, monsieur, le divertissement numéro 1 aujourd'hui, c'est plus la télé, c'est les jeux vidéo. Là, il y a rien. Donc, ça va arriver, je pense. Il y a quand même quelques... J'ai trouvé un usage, c'est le remote play de ta PS5. Bon, du coup, c'est pas du jeu immersif, mais ça, c'est déjà cool. un premier pas. Ah, mais c'est pas mal en vrai, parce que tu te mets n'importe où, t'es pas chez toi. C'est comme une télé finalement. Oui, mais bon, du coup, tu peux jouer depuis n'importe quel. T'es pas chez toi, tu mets ça sur la tête, il n'y a pas de télé, tu connectes ta manette de PS5 au Vision Pro et t'as Spider-Man 2 en géant. Tu passes pas Safari là, c'est ça? Non, t'as une Mirrorcast là. Une Mirrorcast, ok. Et regardez, un Grand Prix de F1 en 360, ça va être fantastique. On sait qu'Apple veut y aller, mais il faut des jeux. Il faut les droits, parce qu'aujourd'hui, il y a rien. Acheter un studio de jeux vidéo. Allez-y, les gars. Ouais, je pense que ça va venir, ou alors en tout cas ils vont essayer de convaincre les développeurs pour recréer des jeux sympas, c'est ça. Mais de toute façon on le sait, Apple et le jeu vidéo ça a toujours été le désamour total sur toutes les plateformes. Ils veulent améliorer ça, mais c'est presque dans l'ADN en fait. Ils savent pas faire avec le jeu vidéo. Un rendez-vous manqué, c'est dingue quand même. Heureusement pour le PC d'ailleurs, parce qu'autrement il resterait pas grand chose. Il nous reste 2 minutes 30. iPhone 16 mi-septembre. Sans doute, comme d'habitude. Mi-septembre, ouais. Qu'est-ce qu'on sait là à 2 mois de l'événement, Olivier? On sait tout.
On sait tout. C'est la bonne réponse en réalité. Mais on sait tout depuis des années. Alors, ce qui est fou, c'est qu'Apple, quand même, cultive le secret. Il y a des responsables de la CIA qui s'occupent de la sécurité chez Apple. Rien ne transpire et on sait tout 6 mois à l'avance parce que tout transpire. Mais tant mieux, ça nous permet d'avoir une idée précise. Le gars de la CIA, il n'est pas super bon. Hein, non. Enfin, je le respecte. Il y a trop de partenaires. Je le respecte tout à fait, mais bon. Ce qui se passe, voilà, on sait tout parce que la production est en Chine et que les protos circulent sous manteau. Tout ça échappe en fait à Apple. Alors, ce serait une évolution incrémentale, un peu comme tu l'as décrit pour Samsung pour les flips. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y aurait 4 tailles d'écran. Alors, les sacros, bravo la régie. 6,9, 6,7, 6,3, 6,1. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de rationaliser la gamme et différencier les modèles. C'est-à-dire les Max seraient les plus grands, les 6,7 et les 6,9, beaucoup plus grands que les modèles actuels. 6,1, si j'ai de mémoire le modèle actuel. Aujourd'hui, c'est 6,1, 6,7 voilà. Et là, tu passes à 6,3, 6,9. Et les iPhone 16 et 16 Plus, ce serait 6,1 et 6,3, donc une manière aussi de différencier la gamme. Ce qui est plutôt bien vu, on verra du premier coup d'œil qu'on a un iPhone Pro ou un iPhone pas Pro. Encore toujours incrémental au niveau de l'écran, des bordures qui vont s'affiner. On le voit de génération en génération, on l'a vu chez Samsung aussi. C'est révolutionnaire pour l'instant. Ouais. Là, moi je suis... J'ai envie de m'évanouir. Samsung encore qui devrait fournir un écran plus lumineux, mais cet écran plus lumineux, il ne faut pas aller le chercher très loin, puisque ce sera le même qui est dans le Galaxy. Oui, puisque Apple achète les écrans Samsung. La vraie nouveauté, François, c'est l'arrivée d'un nouveau bouton. Waouh. Un bouton capture qui serait non plus à gauche comme ici, mais à droite. D'accord. Pour que tu puisses prendre tes photos avec un petit retour haptique et avec un capteur de pression qui pourrait, faire de la mise au point comme un bouton de réflexe numérique. Voilà, et pour le reste, la principale nouveauté, ce sera sous le capot l'arrivée d'une puce A18 qui sera proche de ce qu'on a vu dans l'iPad M4, donc une puce très taillée pour l'Apple Intelligence. Ce qui est la principale nouveauté. Oui, finalement, c'est ça en réalité. C'est que ça va être très axé IA, comme chez Google. Le problème, c'est que l'Apple Intelligence n'a pas arrivé en France et n'a pas arrivé en Europe l'année prochaine. Et oui, c'est vrai. Et ça, on se demande du coup quel va être le vrai ressort d'Apple pour vendre de ses produits. Si en face, et tu l'as dit, Samsung mise à fond sur l'intelligence artificielle générative, Google mise à fond sur l'intelligence artificielle générative, et en face, Apple, il y aura juste des nouveaux produits matériels et toutes les fonctions seraient réservées aux États-Unis. Après, je pense que ça arrivera. Je pense que ces fonctions arriveront. Mais c'est vrai que on ne sera pas les premiers servis, ça c'est sûr. Comme Vision Pro, comme pour plein de choses d'ailleurs. En vrai, voilà, c'était déjà prévu qu'on ne soit pas les premiers servis. Le lancement n'est qu'en anglais États-Unis. Donc dans tous les cas, ça aurait été difficile pour Apple de faire le marketing d'Apple Intelligence en France en septembre. Maintenant, c'est vrai que là, il y a cette incertitude avec l'Union européenne qui a été créée par Apple. Rappelons-le que c'est quand même Apple qui est à l'origine de ce conflit, qui fait qu'on ne sait pas du tout si ça va arriver un jour. La logique veut que oui, quand même. C'est pas dans le genre d'Apple, tout ça. Et d'ailleurs, j'ajoute un truc marrant. Vous avez dû voir dans Paris, et peut-être aussi dans d'autres grandes villes, Samsung, Google, ils sont en train de faire une com monstrueuse sur l'IA avec les opérateurs. C'est bien joué. Et eux me disent un peu en off que la volonté est de parler de l'IA disponible dès maintenant pour les Français avec toutes les fonctions, pour bien faire comprendre dans le discours grand public, pas juste chez nous, entre gens qui suivent la tech, faire comprendre que, regardez, l'iPhone, il n'a pas l'IA en France. Et ça va être un point peut-être de basculement vers certains produits à la rentrée. Encore faut-il que les gens en aient envie et qu'il y ait des fonctions. Et encore faut-il que ces fonctions apportent quelque chose au quotidien. Ça, mais par exemple, sur les photos, c'est évident, il faut juste les connaître. C'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François. Écoute, le Vélib, ça sera plus tard. Oui, tant pis. Mais j'imagine que tu en parles sur Numérama. Donc oui, on fait une grosse vidéo. Là, on teste tous les transports en commun avant les Jeux Olympiques pour voir si on est prêt. Ça sera dispo semaine prochaine, semaine d'après. Abonnez-vous à Numérama sur YouTube. Cool. Alors, merci à Olivier, merci à Nicolas. On vous retrouve tout à l'heure à la fin de ce De quoi je me mêle pour le petit module bonus, vous savez, exclusif en podcast audio. Et avec Olivier et Nicolas, on parlera de ces reconnectés parce que Nico en a testé, il nous dira ce qu'il en pense. C'est vrai que c'est tentant, c'est tentant les séries reconnectées. Tu nous diras si c'est bien ou pas. C'est mon rêve depuis des années. Et dans un instant, deuxième partie de quoi je me mêle, ça c'est pour tout le monde. C'est Lionel Paris qui nous rejoint et on va parler de la TNT 4K qui se propage à une vitesse folle sur le territoire. C'est plutôt une bonne chose à l'approche des Jeux Olympiques. A tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.